Sur des questions importantes, mais peut-être plus ponctuelles, mais sur lesquelles je veux apporter des réponses. Monsieur qui est goutier de la ville, vous avez dit tout à l'heure, c'est un métier à risque, c'est un métier dans lequel il y a des questions de conditions de travail essentielles. En revanche, sur les vaccins, non, voilà, que tout le monde sache qu'une association anti-vaccin, c'est pas la ville de Paris, hein, une association anti-vaccin a fait un recours contre l'obligation qui est faite dans nos statuts de vacciner les égoutiers et que cette association a gagné. Elle a gagné devant le tribunal administratif et que, voilà, et que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est bien sûr de maintenir la vaccination. Bien évidemment, on ne va pas renoncer à ce qui est une protection extrêmement importante, mais on ne peut pas, tant que cet arrêt du tribunal administratif est en vigueur, dire dans nos statuts qu'elle est obligatoire. Mais bien évidemment, la ville de Paris n'a pas supprimé la vaccination obligatoire. Elle est indispensable dans ce type de métier. Je tenais quand même à le rappeler. Je voudrais aussi rappeler 2-3 éléments sur les services de la propreté. 100% des agents de l'entretien des espaces publics sont des agents publics, hein. Il n'y a pas de privatisation ou de délégation de services publics, hein, dans ce domaine-là. Je veux quand même le rappeler. Je veux aussi rappeler qu'on a créé 50 emplois dans la gestion des déchetteries qu'on a remunicipalisées, hein. Ça aussi, c'est un point important que je tenais à ajouter au débat parce que c'est des éléments quand même dans les preuves d'amour que tu demandais à juste titre, Yann. Ça fait partie quand même de choses que je ne pourrais passer sous silence. Je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Michel Jalamion, sur notamment, et d'autres avant, sur le fait que le service public est un investissement. Ça a été le début de mon propos, je le martèle, je le remartèle. Quand on investit dans une collectivité comme la nôtre, 9 milliards, un peu plus de 9 milliards d'ailleurs sur cette mandature, 1,7 milliard l'année dernière, eh bien on investit pour le service public parce que cet investissement-là, il est dédié à ça, au service public. C'est cet investissement qui fait qu'on crée des crèches, qu'on crée du logement, qu'on crée effectivement des centres d'animation, des centres de loisirs. Et merci Michel d'avoir rappelé la liste quand même assez importante, hein, je crois, dont on peut être fier collectivement, de création de ces équipements publics qui est liée à une conception que nous avons extrêmement dynamique de ce que doit être le service public. Et c'est vrai que le service public, bien sûr, il joue un rôle encore plus important pour les plus démunis, mais bien sûr que c'est un service public qui est un élément d'égalité républicaine, hein, et là-dessus, on se retrouve sur la conception qui a été avancée. Il a été dit par Michel aussi et d'autres sur la question des délégations de services publics. C'est vrai qu'on a mis des règles plus précises, hein, en matière de durée. Yann me disait, du coup, c'est plus facile de remunicipaliser puisque c'est plus court. C'est une perception, pourquoi pas, hein, c'est assez rationnel. Mais surtout, c'est un contrôle plus important aussi qu'on impose. Et je pense qu'il faut aller là aussi encore plus loin en matière de cahier des charges. Les cahiers des charges, oui, doivent contenir des clauses contraignantes. Il y en a dans un certain nombre d'entre eux, mais on est limité par la réglementation en matière de marché public. Mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la question du moins-disant social doit être examinée et on doit écarter le moins-disant social. Parce qu'on l'a vu, c'est vrai, moi je l'ai vu, j'ai manifesté à mon niveau, à ma façon, lorsque un des marchés de collecte a été attribué à un délégué effectivement, qui était, selon les critères des marchés publics, le seul qu'on pouvait prendre, parce que c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix à partir des critères et de la réglementation des marchés publics, sauf que ce délégataire en question, je suis désolée, il a fallu mettre derrière des inspecteurs pour contrôler la qualité de ce qui était produit. Et franchement, tous les jours, on est encore en train de manifester sur cette qualité qui n'est pas bonne. Donc, les clauses que l'on met
mais dans nos marchés publics doivent être effectivement des clauses qui conduisent aussi à une qualité et au fait que les salariés de ces entreprises-là ne peuvent pas être dans une situation de rémunération inférieure à ce que l'on... Oui, mais c'est vrai, et de statut précaire. Ça me permet de dire un mot sur le statut des fonctionnaires de la ville de Paris. Je suis pour l'unité du statut de la fonction publique territoriale parisienne. Je le redis, je le réaffirme, c'est quelque chose qu'on doit défendre, en tous les cas moi je le défends. Je considère, même s'il est très important qu'il y ait des allers-retours entre les mairies d'arrondissement et ce qui se passe plutôt et qui est géré directement par la mairie centrale. Ça doit même plutôt aider les agents à avoir des progressions de carrière, cette mobilité-là, mais en aucun cas, il ne peut y avoir une mise en cause de l'unité du statut des personnels de la ville de Paris. J'ai toujours défendu cette position et je continuerai bien sûr à la défendre. Enfin, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre Laurent tout à l'heure. Non, pardon, je ne dis pas enfin parce qu'il y a la maternité des Bluets. Et là aussi, c'est important, voilà, c'est un symbole. C'est une maternité qui a été créée par le mouvement des femmes, par les féministes aussi, par les mouvements pour l'IVG. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre patrimoine commun. Et là-dessus, d'ailleurs, la ville de Paris ne s'est pas contentée d'un soutien. On a aussi apporté, il y a quelques années déjà, mais 1 million d'euros pour soutenir notamment l'action qui est dans cette maternité. Et on a soutenu politiquement, financièrement. Je vais venir vous voir, mais ce que je voulais dire, et ça me permettra de rejoindre ce que disait Pierre Laurent dans son propos, je vais bien sûr intervenir auprès de l'ARS parce que je n'accepte pas cette situation. Donc je vais intervenir auprès de l'ARS. Et moi, je voudrais vous dire un truc, et je rejoins tout à fait Pierre Laurent. L'élection municipale, bien sûr qu'elle n'est pas déconnectée de ce qui se passe au niveau national, au niveau européen. Elle n'est pas déconnectée d'une crise qui touche toute la zone euro. Elle n'est pas déconnectée des politiques nationales. Moi, je suis très libre. La seule chose qui me guide dans cette élection municipale, ce sont bien sûr mes convictions de femme de gauche et l'expérience que j'ai aujourd'hui dans la gestion de cette ville. Mais ce qui me guide aussi, c'est une liberté totale et c'est l'intérêt des Parisiens qui doit primer. Et on l'a fait à d'autres reprises. On a montré qu'on pouvait inventer des choses en matière de services publics, en matière de politique urbaine, dans plein de domaines. On est allé sur des terrains où la loi, rien ne nous disait qu'il fallait aller dans ce sens-là. Et moi, je suis très libre par rapport à tout cela. Ce que je dis sur l'ARS, je vous le dis, je le maintiens et j'irai défendre cette position auprès de l'ARS. Ce que j'ai dit sur les urgences de l'Hôtel-Dieu, je le ferai. Je ne suis pas ministre de la Santé. C'est vrai que je peux avoir un rapport aujourd'hui plus facile peut-être à ce gouvernement qu'au précédent, mais il n'empêche, si je ne suis pas d'accord, je le dirai. Sur une question comme celle du diesel, qui est aussi un problème de santé publique, sur lequel les gouvernements précédents n'ont rien fait, et une certaine ministre de la Santé qui se balade aujourd'hui dans Paris a été même à l'origine d'une politique qui a fait qu'on a foncé dans la dieselisation de notre parc, enfin de l'ensemble du parc automobile français, qu'on a réduit la part du fret ferroviaire alors qu'il fallait au contraire l'augmenter. Elle a pris cette responsabilité avec d'autres, qui est une responsabilité très lourde, dont elle aura à répondre, Et moi, ce que je dis aujourd'hui au gouvernement qui est en place, il est hors de question de continuer dans ce sens-là. Il est hors de question et j'attends, bien sûr, des positions, des décisions sur ce sujet. Je suis quelqu'un de très libre. J'ai pas voulu aller vers d'autres fonctions nationales pour une raison très simple, c'est cette liberté qui est celle des élus de Paris et celle qui
doit être celle du maire de Paris. Ça ne peut pas être quelqu'un qui soit, comment dire, lié à des intérêts partisans ou à des intérêts qui l'empêcheraient d'exprimer ce qu'est l'intérêt des Parisiens. Donc moi, c'est ça que je veux porter, que je porterai. Bien sûr que j'ai envie que la gauche réussisse, bien sûr que j'ai envie qu'on puisse réussir, sortir de cette crise et faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse sociale. Bien sûr que j'ai envie de tout ça et que je ferai tout pour qu'on réussisse. Mais moi, la responsabilité que je revendique, que je sollicite, c'est celle de Paris. Et là, vraiment, je vous assure, je serai et je suis quelqu'un de très libre qui ne verra qu'une chose, l'intérêt des Parisiens à partir des convictions qui sont celles de la femme de gauche que je suis. Je vous remercie. Jean-Bernard Brosse. Jean-Bernard. Non, mais non, excusez-moi, mais on conclut. Non. Mais on pourra avoir un moment de conversation après, mais là, excusez-nous. Non, mais justement. Excusez-moi, allez-y, Jean-Bernard. Oui, nous sommes rentrés dans une période où on va débattre tous ensemble. On va débattre de ce qui est utile pour les Parisiennes et les Parisiens, pour nous tous, dans cette ville. Utile pour vivre ensemble, bien, pour améliorer notre vie et pour avoir des services publics, puisque c'était le thème, à ton invitation, Yann, de cette soirée et de ce débat. Il n'y aura pas de grande ville de Paris sans un grand service public, je l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais justement te dire, ainsi qu'à Pierre, que pour la RATP et le transport, il faudra se battre, là aussi, je suis d'accord avec lui, parce que le transport, aujourd'hui, c'est une cause sociale. Ce n'est pas uniquement pour aller se promener, c'est pour rentrer, se loger, parfois assez loin, parce qu'on n'a pas les moyens de se loger plus près, parce qu'il y a un politique de logement. Le transport, c'est la liberté, le transport, c'est un lien social, et donc il faudra se battre pour qu'on puisse. On n'aura pas toujours la possibilité de tout faire, il y a des arbitrages à faire. Parfois, il faut résoudre les équations des contraires. C'est aussi ça la politique municipale. C'est pas facile, c'est pas une tâche facile. En tout cas, c'est notre honneur et notre mission. Je pense qu'on va s'atteler pendant ces 9 mois de campagne à trouver les solutions là où est le problème. Je parlais de métropolisation tout à l'heure du service public pour une partie. Il y a, et je le dirai un peu plus tard dans la campagne, il y a là des ressources financières à aller chercher et à trouver qui nous permettront de répondre à des urgences, à des priorités. Le transport, la santé, on l'a vu avec l'hôpital, avec les maternités qu'on ne doit pas fermer. Ça, c'est des urgences, c'est des priorités. Je crois que si on doit arbitrer, parce que peut-être qu'on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas s'engager à tout faire, en tout cas, on devra s'engager à maintenir un service public municipal de qualité à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens, avec un seul et dernier mot, la modernisation, parce que si on ne veut pas que les citoyens de cette ville décrochent de son service public et de ses élus et de son organisation territoriale, il faut aussi qu'on se modernise et qu'on s'adapte à la demande des citoyens. C'est le sens des propositions que l'on fera dans cette campagne et dont on débattra tous ensemble parce qu'il faudra aussi trouver les ressources humaines et financières pour se moderniser et s'adapter aux années à venir, et je dirais aux 20 ou 30 ans à venir. Il ne faut pas prendre de retard, sinon c'est le privé qui viendra combler. On le voit dans un certain nombre de services. Par exemple, j'ai eu beaucoup à travailler avec le service des taxis. Ce n'est pas un service public, hein, mais les taxis à Paris, c'est un souci. Eh bien, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a plein d'initiatives privées qui viennent concurrencer les taxis, qui ne sont pas contents, on peut le comprendre. Mais en même temps, comme on n'a pas trouvé la bonne réponse au vrai problème, eh bien, le privé revient. Dans les services publics, il y a ce danger. Attention, si on ne se modernise pas, si on n'anticipe pas et si on n'innove pas, on aura le privé en face de nous qui viendra manger et là on aura après des problèmes de maintien de l'emploi. Voilà, en tout cas vous nous trouverez, nous radicaux, à la défense du service public, c'est dans la genèse de notre histoire, nous sommes des républicains qui sommes là pour défendre ces valeurs-là et tous ensemble je pense qu'on arrivera à garder un grand service public à Paris. Je vous remercie. Véronique Dubarry. Bon, tant pis. Merci. Oui, je voudrais commencer par ce que je n'ai pas fait en introduction, parce que j'attendais de voir. Je voudrais d'abord remercier Yann de m'avoir invité et de cette initiative que je trouve très heureuse. Vous savez, bizarrement, ni en 2001 ni en 2008, il n'y a eu ce type de rencontres, hein, d'échanges, de débats au niveau parisien, hein, s'entend. Il y en a certainement eu dans un certain nombre d'arrondissements, mais pas au niveau parisien. Et je trouve que c'est
c'est extrêmement utile et intéressant de partager, de débattre, d'échanger, de voir ce qui nous différencie, mais aussi ce qui nous rapproche, de voir que, y compris avec des difficultés, il y a le national, et puis après il y a le local, et effectivement il y a des postures qui sont... des positions différentes suivant la réalité à laquelle on est confronté. Je voudrais quand même rappeler, et ça me paraît important, qu'on a quand même des préoccupations de riches. On a beaucoup parlé de l'Europe, de l'État. Moi, je voudrais revenir à cette région à laquelle nous appartenons et dans laquelle des communes connaissent des difficultés, mais 1000 fois pires que celles auxquelles nous sommes confrontés. Anne a rappelé la péréquation parisienne à laquelle nous nous livrons. Je crois qu'il faut être aussi lucide sur le fait que nous avons quand même, et nous mettons quand même, des barrières à l'entrée des populations, avec une crainte d'être submergée. Je l'ai entendu, j'ai souvent entendu dire « Oula, non mais ça tu comprends, on ne peut pas le faire parce que ça va faire un appel d'air ». C'est-à-dire que des gens viendraient à Paris pour profiter de ce que nous mettrions en place. Je crois qu'il faut être lucide sur le fait que nous devons être extrêmement solidaires, extrêmement partenaires avec l'ensemble de l'Île-de-France parce que c'est notre région et que, alors, cyniquement, Jean-Bernard disait « on va aller chercher les sous ». Moi, je dirais peut-être qu'on va aller chercher des sous et effectivement, on obtiendra certainement des financements, mais je pense qu'il faut aussi en donner. Si on veut, et cette définition du service au public qui est un investissement, si on veut investir et parier sur l'avenir, c'est à cette échelle-là qu'il faut la réfléchir et c'est certainement pas nous tout seuls dans notre coin qui serions les meilleurs de le monde et qui aurions toutes les réponses à toutes les questions. Je crois que non seulement il faut réfléchir d'un point de vue de flux financier, mais aussi d'un point de vue de flux d'idées, de réflexion, de rencontres et de débats qui doivent aussi se faire à cette échelle-là. Je voudrais insister sur cette idée d'investissement qui est effectivement la bonne définition du service public. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire d'économie là-dessus. C'est la raison pour laquelle une politique d'austérité n'est pas une bonne politique. Elle est de courte vue. Elle est à 1 an ou 2, ou elle est à l'échelon au mieux d'un mandat. Or, les responsabilités que nous avons en tant qu'élus parisiens, en tant que militants parisiens, en tant que citoyens parisiens, c'est bien d'avoir une réflexion sur le long terme, 20, 30 ans, c'est-à-dire un gamin ou une gamine qui est aujourd'hui en crèche, qu'est-ce qu'il va connaître tout au long de sa vie? À quoi il va être confronté? Quelles réponses nous lui apporterons collectivement? Et je voudrais terminer sur les Bluets et sur les CRP. C'est quand même, c'est la moindre des choses. C'est vrai que ça a été la création de l'ARS. Désolée, ça va être... Bon, la création de l'ARS a d'abord posé des problèmes sur le secteur du handicap, sur le secteur médico-social du handicap. Donc, ça a été une vraie bataille, ça a été extrêmement dur de leur faire comprendre que non, alors là je suis désolée, non, il ne fallait pas additionner... que 1 plus 1 dans le domaine du handicap, ça ne faisait pas toujours 2 et qu'il fallait avoir une vision plus prospective et plus solidaire. Et ça rejoint aussi ce que je disais à l'instant sur les discussions avec les autres départements, parce que la logique de l'ARS, en bon financière très libéral, c'était justement de dire « Oh bah attends, taisez-vous Paris » ou « Taisez-vous la Seine-Saint-Denis, on vous a donné plus qu'à la Seine-et-Marne » ou à la Seine-et-Marne de dire « Oh bah estimez-vous heureux, sur ce secteur-là, on vous a donné plus qu'au Val-de-Marne ». Et cette logique de compétition entre les territoires, alors que ce ne sont pas des territoires différents, c'est un territoire conséquent qui manque parfois de cohérence, mais justement nous devons travailler à le rendre plus cohérent. Enfin, j'imagine que le conseiller régional que vous êtes doit entendre ce que je dis. La logique avec l'ARS, la logique de la tarification était insupportable. Mais ce combat n'est pas terminé. Et je crois qu'effectivement, il serait de bon ton, et c'est rien de le dire, qu'un gouvernement de gauche remette en cause cette logique-là,
se redisent que, eh ben non, les politiques du handicap, ce ne sera pas mieux si on s'en débarrasse au profit des départements sans leur donner les moyens de les mettre en œuvre, que oui, il doit y avoir une réflexion de long terme et pas une réflexion d'économie à la petite semaine qui ne font que faire perdurer les inégalités, faire perdurer l'inégalité territoriale, les inégalités territoriales. Merci beaucoup. Yann Brossard. Quelques mots pour conclure. D'abord, je trouve que c'est un débat utile et qu'il permet d'avancer sur un certain nombre de sujets. Il se produit des choses intéressantes ici. Par exemple, il y a quelques mois, le groupe communiste et du Parti de gauche avait proposé qu'on mène une étude sur la remunicipalisation de la collecte des déchets. Le vote avait été négatif. J'observe ici qu'on est tous d'accord pour la faire, donc c'est bien, on a avancé. Après, au fond, dans ce qui se dit depuis le début de ce débat, on a eu, je trouve, deux questions. La question de la conception de la ville, comme je le disais tout à l'heure, et au fond, ce qui remonte ici, c'est l'idée que la ville capitale peut être autre chose que la ville du capital. Et je crois que défendre le service public, c'est au fond porter cette idée-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous défendons, comme le disait tout à l'heure le monsieur au fond, que je ne vois pas parce qu'ici on voit très mal la salle, il disait au fond, il ne faut pas que le service public se limite à n'être qu'un filet de sécurité. Et c'est une conception que nous portons parce que nous avons une conception large du service public. Si le service public, ça n'est que pour les pauvres, alors c'est un pauvre service public. Nous voulons un service public qui accueille largement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en matière de logement social, en matière de logement public, nous avons refusé la loi Boutin qui, à coup de surloyer, voulait faire en sorte que le logement social se transforme en ghetto. Ça n'est pas notre conception des choses, ça n'est pas notre conception du service public. Notre conception du service public, c'est que le service public porte d'autres logiques que les logiques financières. Et donc, on doit avoir une conception large du service public. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que si on veut défendre et développer le service public à Paris, alors il faut avoir le courage d'affronter les logiques financières. C'est ce qui revient dans tous les exemples qui ont été évoqués depuis le début de ce débat. Un exemple, la question des bluets. De quoi souffrent aujourd'hui les bluets ? Pourquoi les bluets risquent demain d'être en cessation de paiement ? Pourquoi est-ce qu'il y a 6 millions d'euros de déficit cumulé ? Pour une raison toute simple, c'est la tarification à l'activité. C'est l'idée que l'hôpital doit s'adapter aux logiques financières. Et donc, sur une question comme celle-là, est-ce que nous pouvons ensemble être capables à la fois de placer l'ARS face à ses responsabilités, de dire qu'il n'est pas imaginable que les bluets puissent se retrouver demain menacés, et dire aussi que puisque l'urgence est là, et c'est d'ailleurs une proposition que nous ferons lundi prochain en Conseil de Paris, est-ce que par exemple la ville ne pourrait pas avancer les 6 millions d'euros dont les bluets ont besoin aujourd'hui pour faire en sorte que cette maternité puisse vivre ? Et j'en finis. On voit bien aussi, comme le disait Pierre Laurent tout à l'heure, que entre une forme de loyauté à l'égard du gouvernement et la fidélité aux intérêts des Parisiens, dans un certain nombre de cas, il va falloir choisir. Et on l'a vu notamment sur la question de l'Hôtel-Dieu. Et je crois que l'obsession que nous devons avoir, c'est l'intérêt des Parisiens. Et dans bon nombre de cas, si l'on veut défendre l'intérêt des Parisiens, il va falloir s'affronter aux logiques d'austérité qui valent à l'échelle de l'État. Un exemple à cet égard, la question de la dette de l'État à l'égard de la ville de Paris et des collectivités territoriales en général. Nous avions, il y a encore quelques années, jusqu'en 2012, relevé que l'État doit plus d'1 milliard d'euros au titre de transfert de compétences non compensés à la ville de Paris. Ce sont les conséquences de la loi Raffarin de décentralisation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que bizarrement, on se retrouve avec des élus qui se battaient à côté de nous sur cette question-là lorsque le gouvernement était de droite et ne le font plus aujourd'hui. Et on se retrouve à l'inverse avec une droite. Et on se retrouve à l'inverse
avec une droite qui nous disait hier que cette dette n'existait pas et qui nous dit aujourd'hui qu'elle existe de nouveau. Eh bien, ce que je dis, c'est qu'il faut être cohérent. Et que si hier, l'État nous devait 1 milliard d'euros qu'il ne l'a pas remboursé, il la doit toujours. Et nous devons par conséquent continuer à nous battre pour que Paris, mais pas seulement Paris, parce que comme le disait Véronique Dubarry tout à l'heure, beaucoup d'autres collectivités locales sont en difficulté. Nous devons nous battre pour que l'État permette aux collectivités territoriales de faire du service public, de faire de la solidarité, de s'opposer aux logiques d'austérité. C'est pour tout cela, je crois, que nous devons nous battre pour ces prochaines élections municipales et pour le prochain mandat de 2014 à 2020. Je vous remercie. Merci à vous tous pour la passion et la qualité des débats que nous avons entretenus ce soir. L'Humanité continuera à s'intéresser aux débats parisiens, évidemment. C'est une excellente raison pour la lire tous les jours. Bonsoir.